Bonjour, donc nous allons commencer cette séance avec Carole Brandon. Carole Brandon est artiste, docteur en arts et sciences de l'art et agrégée d'art plastique. Elle enseigne au département communication hypermédia de l'université Savoie-Mont-Blanc de Chambéry, dont elle est directrice. Sa thèse de doctorat, récemment soutenue, oui. C'est toujours le cas, oui, s'intitule « L'entre-corps-machine, la princesse et son bac », dans laquelle elle s'intéresse à la place des corps dans les dispositifs artistiques, hypermédias en particulier. Elle dirige la collection 28 du laboratoire NCT. Je vous cède la parole. Merci. Bonjour, merci beaucoup déjà d'être tous là et puis d'avoir retenu ma proposition. Donc j'entame cette matinée. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment cette tradition du portrait pictural plutôt est vue aujourd'hui par les artistes à l'heure de la reconnaissance faciale. Donc comme l'a dit Vincent, le genre du portrait se développe d'abord à la fin du Moyen-Âge, mais c'est surtout à la Renaissance et en particulier au XVIIIe siècle qu'il va connaître un âge d'or au moment où s'affirme l'individu. Donc en effet, il semble que le rôle décisif dans l'invention de toutes les formes d'identification du visage, ou plus généralement du corps ou de l'individu, correspond à partir des années 1750 à un contexte social et intellectuel de la croissance urbaine, d'une mobilité accrue et des philosophies des Lumières. Avec l'apparition des registres et des passeports à cette même époque, comme l'explique l'historien Vincent Denis dans Une histoire de l'identité, les normes et les techniques nouvelles d'identification sont d'abord basées sur l'écrit. Donc, parallèlement, dès le XVIIIe siècle, l'apogée du portrait bourgeois va commencer à se transformer, donc à transformer tout cet art et évidemment toutes les questions esthétiques qui vont avec, en commerce massif, en phénomène de mode. Et l'extension étonnante du répertoire du portrait va affirmer l'importance de la représentation ressemblante dans le portrait. Le XVIIIe siècle fut en réalité confronté au problème de l'homme. La nature supposait la connaissance. Or, ce qui faisait défaut à ce siècle, c'était un art qui aurait reflété les préoccupations du peuple et cessé d'être l'apanage de l'aristocratie. Et donc, c'est la photographie, fin XVIIIe, début XIXe, qui va rendre l'image portrait accessible à tous et pas seulement réservée à l'installation et à l'éloge du pouvoir. Les grandes avancées techniques vont de pair avec une nouvelle vision donc sociologique de l'individu. Et ce phénomène massif d'individualisation qui passe par le portrait bourgeois de la fin du XVIIIe va mettre en avant évidemment une nouvelle classe sociale qui est accompagnée par les progrès techniques qui sont désormais à portée de tous, comme on parle Levmanovitch pour le daguerréotype par exemple, et vont amener l'image dans les documents officiels comme vous pouvez le voir sur la diapo. L'abolition par les républicains des passeports internes et des livrets pour les ouvriers, les nomades, les migrants, les forains, sous prétexte d'États policiers installés par le Second Empire, vont introduire l'image. Donc dès 1880, la fiche anthropométrique, comme vous pouvez le voir, impose la photographie, les caractères physiques et les empreintes digitales qui existent depuis 1870. Auxquels, évidemment, vont s'ajouter pendant tout ce siècle les délires anthropométriques divers et variés, de la physiognomonie en passant par la phrénologie et le bertillonnage que l'on connaît bien. Mais le portrait va assurer le succès de la photographie. 90% des photographies prises au XIXe siècle sont des portraits. Dans le même temps, comme l'écrit le sociologue Sylvain Maresca, le portrait ravive la politique du droit social de l'individu, de tous les individus, à disposer de leur propre image, au lieu de rester confondus dans des entités globalisantes telles le tiers-état, le peuple, les masses, etc. Donc la photographie va aider à mettre en forme visuellement l'idée d'individu qui va obséder nos sociétés modernes occidentales. La machine photographique va ainsi être mise en avant par son objectivité d'un côté et sa mécanicité distante, reproductible, qui garantit finalement une ressemblance absolue. Enfin, paraît-il. Ainsi, les photographies métriques d'identification et de catégorisation des individus vont envahir les différents champs de la société tels que la médecine, la police, la conquête coloniale.
Le 19e siècle va reconnaître l'identité, mais va reconnaître aussi l'identité raciale d'une personne à partir d'un ensemble de signes visibles inscrits sur la surface du corps, dont la photographie serait la preuve objective et évidente. Va se développer donc mondialement une focalisation sur le visage en particulier. L'idée est de collectionner des types afin de constituer des typologies par la ressemblance et permettant ainsi la reconnaissance de traits communs. C'est des questions que l'on va confier à des machines de plus en plus performantes, jusqu'à aujourd'hui ce que l'on nomme la reconnaissance faciale. Donc la reconnaissance faciale, c'est le traitement automatique d'images numériques qui contiennent le visage de personnes. C'est une technologie biométrique où un capteur détecte un visage, le transforme en données numériques pour le comparer à une base de données. Mais ces deux dernières opérations sont réalisées par des algorithmes. La reconnaissance faciale s'est développée très rapidement, donc à partir de 2001, à partir du moment où on a inventé une détection des visages en temps réel. La détection de visage permet de repérer la présence dans une image numérique des caractéristiques du visage humain, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, les écarts entre ces éléments et les contours. La reconnaissance permet d'identifier une personne à partir de cette détection sur la géométrie des visages. Donc ce sont des mesures de tous les points caractéristiques comparés à une série d'images qui se trouvent dans une base de données. Aujourd'hui, les algorithmes comme par exemple le logiciel de NEC, ici j'ai pris quelques screenshots de leur vidéo publicitaire, qui s'appelle Neo Face Recognition, et ils ont ajouté le VIP Identification Software, donc c'est le logiciel qui permet de reconnaître les stars, ou évidemment la très controversée application développée d'abord pour Google Glass qui s'appelle NameTag, sont capables d'identifier des personnes avec lunettes, écharpes, chapeaux, et de détecter à 96% le genre et l'âge d'une personne. Ce sont donc des outils de mesure et des appareillages qui sont très spécifiques, qui vont naître pour détecter des caractéristiques communes des visages et des points de différence afin de repérer, de signaler et évidemment de catégoriser les individus. Cependant, appuyé parallèlement par le développement des techniques de catégorisation, on pense au 19e à la machine Hollerith qui permet de recenser de manière mécanique aux États-Unis, de faire le premier recensement sur le sol américain, le visage devient aussi évidemment un enjeu de contrôle. Dès lors, on recherche à partir de la description de caractéristiques physiques des ensembles, des catégorisations pour petit à petit extraire et cibler des caractéristiques comportementales. On fait comme s'il suffisait de rationaliser la circulation des informations, écrit Louise Meursault. La manière dont le trafic des données affecte les contenus et les identités n'est jamais prise en compte. Donc pour contrer cette ambivalence, ne pouvant agir sur des systèmes informatiques très puissants et trop complexes, les artistes vont se placer justement entre les espaces du trafic. Ils interrogent le contenu et tentent justement de rendre visibles ces mécanismes d'uniformisation et de catégorisation des individus, tout en proposant des solutions de protection. Alors Leo Selvaggio, justement, c'est un artiste américain, se clone volontairement. Il va vendre à prix coûtant un masque en résine, bon c'est à peu près $200 quand même le masque en résine, ou en papier, donc là c'est beaucoup moins cher, de son propre visage. Il habite à Chicago et dans cette ville, il y a plus de 25 000 caméras de surveillance qui se raccordent à un unique réseau de reconnaissance faciale. Il propose donc l'image de son visage en affirmant dans son projet donc, que l'on doit prononcer You or Me, Surveillance, de 2014, que ces masques ont été créés pour empêcher la détection et pour permettre de retrouver un espace de liberté et d'anonymat sous l'identité de quelqu'un d'autre. Ici se matérialise ce que Édouard Pommier, dans la théorie du portrait, nomme la dissociation amorcée dès la modernité entre le modèle et l'œuvre d'art. C'est-à-dire en finir avec la séparation distinguée depuis la position de l'Académie, c'est-à-dire depuis la Renaissance quand même, entre le portrait ressemblant d'un côté et le portrait idéalisé de l'autre.
en faveur, donc là je cite Pommier, en faveur de l'exaltation du faire de l'artiste. C'est-à-dire, ce qui compte dans le tableau, finalement, c'est la survie du modèle à la postérité, au-delà de la ressemblance, finalement. C'est-à-dire, ce sont les qualités picturales de l'œuvre dans un premier temps, et donc une dévalorisation du sujet représenté, mais évidemment une imposante présence du peintre. Dans You or Me, la dévalorisation du sujet par l'effacement de son visage, qui porterait le masque, mais pas par sa présence, puisqu'il est bien là sous les caméras à reconnaissance faciale, rejoue l'uniformisation exercée par les dispositifs de sécurité. Les dispositifs de sécurité ne peuvent fonctionner que par leur pouvoir de penser tout problème en termes de calcul et en termes de probabilité, c'est-à-dire de chercher et de faire une analyse uniquement quantitative des phénomènes. Donc, la fonction sujet, et je reprends évidemment les termes de Deleuze et Guattari, c'est-à-dire les signes et les énonciations produits par chaque individu, s'inscrit bien ici dans l'infrastructure économique de surveillance qui a été mise en place. Donc, prendre la place de tout à chacun par le visage de l'artiste, c'est imposer finalement une normalisation du même pour, paradoxalement, déjouer la norme algorithmique et inventer, peut-être, une nouvelle forme de subjectivité, c'est-à-dire la liberté d'agir en se cachant derrière le visage de l'artiste. Selvaggio incarne physiquement son engagement politique et social. Il donne son visage comme norme, qui est à la fois réalité ressemblante, mais en même temps, ce n'est qu'une image, et en même temps, c'est un imaginaire. Donc, c'est bien le rôle traditionnel du portrait. Il propose 3 manières de s'approprier son visage, et donc de faire œuvre, soit par l'incarnation, c'est-à-dire que vous avez le masque en résine 3D, soit par le costume, c'est le masque en papier, soit par le tag d'identification, parce qu'il propose le You or Me Facial Video Encryptor, qui utilise le canal de votre webcam pour patcher le visage de l'artiste chaque fois que vous vous connectez, à la place du vôtre. Donc Selvaggio, comme dans l'élaboration d'un portrait classique, propose d'incarner avec son propre visage la médiation de l'artiste au cœur même des flux de production entre le modèle et désormais des traitements informatiques, c'est-à-dire non plus des traitements picturaux ou éventuellement une postérité muséale. Donc voilà, c'est le patch, j'ai pas mis la diapo au bon endroit, c'est le patch de vidéo que vous pouvez charger sur votre ordinateur. Ainsi, l'artiste, comme le hacker ou le lanceur d'alerte, représente ici ces nouvelles figures d'aventuriers, d'imposteurs, d'un monde ultra connecté, où la machine va prendre place dans l'invisibilisation d'une surveillance généralisée. Ces aventuriers ou aventurières déploient des stratégies donc individuelles qui sont basées désormais sur le collectif, pour le collectif, par le traitement uniforme de nos visagéités. L'artiste, donc, comme dit précédemment, se situe bien entre des usages imposés par une industrie capitaliste et des pratiques collectives, entre, paradoxalement, une liberté de diffusion des informations, mais en même temps une mise en garde permanente des dangers. C'est justement pour interroger cette contradiction avec son œuvre de 2010, C.V. Deisel, que Adam Harvey s'intéresse au camouflage dans l'héritage de cette question de l'apparat et du costume. Il propose des masquages décoratifs de nos visages, donc soit des maquillages, vous voyez d'un côté, soit des extensions capillaires, qui sont anti-reconnaissance faciale, tout en nous permettant d'affirmer une identité commune de style. Alors, est-ce que ce serait la marque du peintre ou de l'artiste, dont finalement le poil et le cheveu, le motif et le signe vont déjouer la reconnaissance individuelle, pour une connaissance collective de résistance, c'est-à-dire l'élaboration d'un portrait par un artiste dans la lignée classique de la gloire du portrait, mais également dans des fictions de personnages type les faussaires, les imposteurs, nous pensons à Robin des Bois par exemple. Alors, l'œuvre utilise OpenCV, qui est un logiciel de détection qui a été créé par 2 ingénieurs américains qui déposent cette méthode justement en juillet 2001. Alors, cette méthode est une méthode de balayage qui est basée uniquement sur l'apparence, non pas le contenu, qui va chercher sur l'image un nombre récurrent de caractéristiques. Il s'agit donc d'un calcul synthétique et non pas sur la valeur des pixels, mais sur la différence de sortes de pixels de plusieurs zones adjacentes. C'est donc une sorte de tramage qu'on va appliquer sur toute l'image pour essayer de reconnaître un visage.
L'œuvre s'intitule CV pour Computer Vision et Dazzle, c'est une référence au camouflage employé par les bateaux lors de la Première Guerre mondiale. C'est un camouflage qu'on appelle disruptif, qui est inventé par l'artiste anglais Norman Wilkinson. Il a eu l'idée de peindre des motifs répétitifs qui formaient d'enchevêtrements de lignes et de contrastes de couleurs. Bon, là, vous avez des photos noir et blanc, désolé. Pour protéger les navires. C'est une technique, évidemment, qui a été rapidement abandonnée dès l'arrivée du radar. Ian Gordon, qui a été lieutenant à la Royal Navy et qui a collaboré avec Wilkinson au développement de cette stratégie de camouflage, explique que le camouflage disruptif atteint son objectif non pas en se rendant invisible aux sous-mariniers, mais justement en brouillant son jugement. Dans ses cours sur le camouflage, alors je m'excuse pour la prononciation parce que je ne sais pas comment ça se prononce, mais Georgi Kepes dit, donc qui était enseignant au Bauhaus, dit « La reconnaissance est l'un des moyens les plus fondamentaux qui justifient de voir un seul élément dans une grande masse. Dans le camouflage, ce facteur de reconnaissance, ainsi que la fusion des détails en une seule masse, peut être utilisé efficacement pour faire voir à l'observateur d'autres choses en dissimulant l'objet pertinent. Ainsi, dans l'œuvre de Harvey, le maquillage et les cheveux, non perçus en tant que masque, comme dans You or Me, doivent être asymétriques pour ne pas ressembler à un visage. Le fait de masquer le pont du nez, c'est-à-dire où se rejoignent les yeux, le nez et le front, semble interférer efficacement avec les algorithmes, tout comme le fait de masquer partiellement la région oculaire. Il y a aussi certaines formes géométriques à fort contraste qui peuvent troubler les méthodes de détection. Donc, ce qui nous intéresse dans l'œuvre de Adam Harvey, c'est l'idée d'une uniformisation de l'individu à l'image par des sursignes qui vont cacher l'individualité, c'est-à-dire les signes distinctifs de nos visages. On peut rejouer les attitudes, les postures, l'embellissement de la mise en scène de soi pour se protéger des détections et non pour se mettre en valeur comme on le fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ces signes de reconnaissance deviennent donc des signes de résistance entre camouflage et peinture de guerre, dépendant des contraintes machiniques de détection, mais en affirmant une volonté de ne pas s'y soustraire. Donc, à cause de la standardisation du point de vue, de la taille, de la distance, de l'expression plus ou moins neutre des visages, apparaît alors une similitude avec les photographies anthropométriques qui apportent toujours une homogénéité des images et une uniformisation des visages. Ces images éliminent toute subjectivation, comme les maquillages et les extensions capillaires de l'œuvre d'Adam Harvey. Donc finalement, tous se ressemblaient pour affirmer des points communs qui ne sont pas sur la récurrence de signes visibles, mais bien sur une posture individuelle au sein d'un groupe engagé. Cela renvoie aux cultures primitives, de signaler par des coiffures, des bijoux, des peintures, des tatouages, des scarifications, une appartenance à un groupe ethnique, à une communauté, et ainsi la défense de valeurs. Les attributs ici et les accessoires déterminent un moyen de connaissance et de reconnaissance dans la pure tradition du portrait pictural, voire sculptural finalement, non pour la gloire d'un individu à la postérité, mais pour la protection de nos individualités dans le temps réel de connexion. Donc le désir de reconnaître des visages est désormais industrialisé, mécanisé et confié à des calculs machiniques. Comme avec la photographie, c'est toujours l'objectivité qui est mise en avant, c'est-à-dire le traitement informatique permettrait de minimiser, voire d'annuler tout jugement subjectif de traitement des données et finalement de n'avoir pas de jugement sur les stéréotypes. Pourtant, la norme actuelle de la reconnaissance faciale reste toujours le blanc, hétérosexuel, masculin. Il domine encore, même dans le tri des données des machines et dans la hiérarchisation des informations. Et c'est ce qui nous a beaucoup intéressés dans l'œuvre de Zach Blass, qui est artiste et chercheur en même temps. C'est ce qu'il pointe dans cette œuvre qu'il a réalisée donc, de 2011 à 2014. Il veut rendre visible le poids de nos données, c'est-à-dire ce qu'utilise justement la reconnaissance faciale, qui est pointé pour lui comme des éléments de stigmatisation.
Sous un informe masque créé collectivement, le monstrueux se signale, mais va nous protéger. Donc, Facial Weaponization Suite, qui est le titre de l'œuvre, lutte contre les possibilités de détection par des procédés de calcul biométrique qui seraient mis au service de la surveillance de certains types d'individus. Cette œuvre questionne avant tout la catégorisation que génèrent et qu'imposent ces technologies. Alors, cette œuvre existe uniquement dans le cadre d'interventions ou de performances spécifiques, publiques, qui sont réalisées en petits groupes en fonction de critères minoritaires. Pour créer un masque, les visages des participants sont scannés via un Kinect. Ensuite, toutes les données faciales individuelles sont rassemblées et mélangées. Et le masque final ne représente pas la moyenne des signes récurrents comme dans l'anthropométrie, mais bien un composite global. Le masque, généré par le logiciel de modélisation, ressemble à une forme abstraite, non identifiable, qui reste tout de même un portrait puisque est regroupé l'ensemble des caractéristiques de chacune des participants. À partir du modèle 3D obtenu, un moule en résine est fabriqué. Chaque participante reçoit le masque qui représente ce groupe-là à ce moment-là. Ils doivent alors décider ensemble de l'intervention publique collective qu'ils souhaitent réaliser pour alerter sur cette biométrisation et surtout cette stigmatisation des individus. La première intervention s'est déroulée en 2002 à Los Angeles. Elle a été réalisée avec un groupe d'hommes homosexuels ou queer. Elle s'intitule Fuckface. C'est une insulte homophobe qui insiste sur le fait que nos déterminismes sont inscrits sur la biologie de nos visages. C'est surtout une insulte qui affirme que finalement l'homosexualité d'une personne se lit sur son visage. L'artiste s'intéresse à une soi-disant étude de 2008 faite par deux Américains, publiée dans The Journal of Experimental Social Psychology, sur l'utilisation scientifique, mettons entre guillemets, de ce que l'on nomme plus vulgairement un gaydar. Son œuvre est une réponse à ces études qui relient en fait la détermination de l'orientation sexuelle à travers des techniques rapides de reconnaissance faciale, dont nous avons eu un petit revival ce septembre 2017 sur les réseaux sociaux, de soi-disant scientifiques qui affirmaient, donc je reprends le titre de leur article, qui affirmait qu'un algorithme de reconnaissance faciale est plus à même de détecter l'orientation sexuelle d'une personne que les êtres humains. Donc, je vous laisse lire quand même l'article vraiment très bien du sociologue Antonio Cassidi, qui a absolument détaillé et expliqué cette soi-disant étude. Je vous rappelle juste quand même que cette étude a été faite à partir d'un site de rencontre où les personnes sur lesquelles on a appliqué l'algorithme avaient déjà signalé leur orientation sexuelle. Donc forcément, l'algorithme sait calculer mieux que les êtres humains, effectivement. Donc Zach Blass se pose la question de l'élargissement à d'autres types d'individus. Donc il a commencé avec un groupe d'individus hommes, homosexuels ou queer. Et ensuite, ce qui l'a intéressé, c'est les types d'individus qui seraient indésirables. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Il a juste dit ce masque Fuckface a été créé en mélangeant différentes caractéristiques faciales d'homosexuels. Donc ce masque est potentiellement gay. Bon, je trouvais ça assez drôle. Donc ces 4 autres interventions, ce qui l'intéresse, c'est voilà. Donc vous avez les exemples de masques suivant les couleurs. Le deuxième masque était créé en 2013. C'était sur l'incapacité des technologies biométriques de détecter la peau sombre. Donc il a travaillé avec un groupe pour cette question-là. Le troisième masque concernait le féminisme, en particulier une réaction à la loi anti-cagoule ou anti-burqa votée en 2011 sous le gouvernement Sarkozy, comme si le voile finalement devenait un site troublant qui transforme la visibilité en une logique de contrôle oppressive. Et le dernier masque qu'il a créé va cibler plus particulièrement l'utilisation de la biométrie pour sécuriser les frontières entre le Mexique et les États-Unis. Donc si nous partons du principe que la différence est marquée sur nos visages, comment est-ce lu et interprété par les machines finalement ? L'artiste reprend à son compte les théories de Bertillon ou de Galton utilisées pour identifier des types, sauf qu'il ne juxtapose pas les résultats de chacun pour créer une typologie, il les superpose pour protéger la reconnaissance faciale. Donc vu le titre de l'œuvre, le masque devient bien une arme.
S'inaugure ici une nouvelle génération des modalités du voir, dépendant totalement de systèmes machiniques. Et de la notion même de portrait, voire d'individu, c'est-à-dire émerge le composite et l'hybride, qui fermeront ce colloque. À vouloir dégager des typologies, la machine produit et exacerbe finalement des stéréotypes. Quiconque n'entre pas dans ces catégories imposées par la machine devient monstrueux. Il est le mixte, l'impur du mélange, l'incomplet, le transversal. C'est instable caractérisant toute transition, évolution et entre-deux. L'entre-deux devient la mise en visibilité de cet espace particulier par finalement l'accumulation des données numériques. Ce passage crée en même temps un espace incertain où peut-être se logerait corps, individuation, infigurable, invisible, mais aussi tous les calculs algorithmiques. Pour conclure, le genre portrait à l'heure de la reconnaissance faciale est détrôné par les pratiques courantes et quotidiennes des selfies et autres mises en scène de soi quotidiennes, aidées par le développement des effets et des applications d'embellissement à disposition de tous et toutes dans nos appareils. Il ne reste alors que nos corps tronqués, guillotinés, nos visages s'illuminent déjà morts-vivants sur les réseaux sociaux. Ce que la guillotine ratifie, c'est le début de l'éclipse de portraits en peinture, écrit Jean Clair dans La Fabrique du monstre. Le portrait, comme enjeu social de reconnaissance, donc de l'artiste et du modèle, n'est plus l'apanage de l'artiste. Aujourd'hui, portraiturer, c'est-à-dire l'art de faire ressembler, c'est matérialiser l'espace d'entre-deux. Ce n'est plus inventer une fiction sur un personnage pour la postérité à partir de son visage, c'est l'engluer, c'est le corporéiser, le perdre dans cet espace d'entre-deux, en temps réel, pour lutter, et là je reprends Pierre Musso, contre les utopies technico-scientifiques qui malheureusement ne cessent de s'accomplir, contrairement aux utopies sociopolitiques. Ces œuvres, que nous venons de voir, questionnent non pas l'individu numérique que nous sommes, mais bien l'individu sujet que nous délaissons peu à peu. Les dispositifs actuels n'agissent plus par la production d'un sujet, mais bien par des processus que nous pouvons appeler des processus de désubjectivation, et je reprends Giorgio Agamben dans la suite de Michel Foucault. Portraiturer, c'est créer une image capable de résister à son appropriation, une image écran, pour reprendre Stéphanie Katz, entre le visible et l'invisible, ouvrant un espace peut-être de respiration, dans lequel s'insinuent nos fictions, nos imaginaires, et se déploient tous nos possibles d'être pour peut-être redevenir sujet le temps de nos connexions. Je vous remercie. Très bien. Donc, nous sommes parfaitement dans les temps, donc il y a de quoi un peu poser des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro mobile ou... Je pense qu'on l'a pas. Bon, sinon... Est-ce qu'il y a des questions, alors Non, pas... Si, peut-être au fond, oui. Ou... Alors, au fond, peut-être déjà. Oui. Oui. Attends, je vais te le donner. Il est sur son blog, il est en ligne. Attends, je connais pas par cœur, il faut que je reprends. Bon, attends, je l'ai là. Alors, Antonio Cassidi, ça s'appelle « Une intelligence artificielle révèle les préjugés anti-LGBT et anti-plein d'autres gens ». Il l'a écrit le 9 septembre, tout de suite après la publication de cette soi-disant recherche. Et c'est sur son site cassili.fr, puis tu vas le trouver. Dans le dernier exemple que tu as montré là, sur les masques, Oui. Voilà, on n'a plus ni les yeux, ni le nez, ni la bouche, on n'a plus les choses qui sont vitales pour le visage, pour la reconnaissance. Comment l'artiste explique ça et comment les personnes font pour vivre avec ça, sans nez, sans bouche? Alors c'est pas vivre, c'est se protéger de la reconnaissance faciale. C'est pouvoir être libre sur l'espace numérique, sur l'espace des réseaux divers. Oui, ce que je veux dire, c'est pas un truc qu'on peut porter longtemps.
En fait, c'est pas fait pour être porté longtemps. D'accord. Sur les photos, C'est fait pour se protéger. Alors déjà, c'est dans le cadre de performance, donc c'est assez territorialisé et très spécifique dans le temps et dans les espaces. C'est fait uniquement pour se protéger, mais l'artiste affirme que finalement, comme c'est un composite, un hybride de différents individus, ça reste un portrait. On est dans l'envers du décor. Pour protéger le sujet, on doit se désindividualiser, en fait. Donc perdre les caractéristiques humaines. Mais ça peut pas être porté. Voilà. Vaut mieux prendre You Are Me, ça marche mieux. Hein. Ou commencer à mettre des extensions capillaires. Hein. Vous en mettez une, ça marche. Hein. Oui, toi, c'est un peu dommage. Bah, tu peux faire du maquillage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci. Oui, je vais... Pardon. Non, on a encore 5 minutes, donc on va faire une petite... Non, j'avais une question par rapport à ce que vous avez montré, parce que, effectivement, on comprend bien la contextualisation avec le portrait de la Renaissance, etc. Après, je me disais que ce soit Yourmi, CV Datzel et le projet de Blas, on est sur des dispositifs, en fait, plus que sur des portraits, quelque part. Et cette distinction, à mon avis, elle est intéressante parce que on est sur des choses qui permettent, qui se positionnent aussi essentiellement par rapport à des algorithmes. Et on sait que la bataille, en somme, est déjà perdue parce que les algorithmes là, même si on porte ce genre de masque qui paraît extrêmement anonymisant, si j'ose dire, il y a d'autres algorithmes qui, par recoupement, vont très facilement savoir que la performance a eu lieu à tel endroit et qu'un tel y était présent. Donc, en fait, sur cette question du dispositif plutôt que du portrait, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Cette question du dispositif plutôt que du portrait. En fait, ce que je trouve assez... Enfin, du coup, oui, votre remarque est vraiment intéressante. La question du dispositif, elle est vraiment née, alors, avec Foucault en particulier, mais enfin pas seulement, mais elle naît à partir du moment où la machine, c'est-à-dire fin du 19e, alors le terme n'est pas utilisé comme tel, il apparaît à la postmodernité, mais la machine, on voit qu'il y a plusieurs mots qui vont apparaître, la question de l'information, la question de la communication, le média, le mot média, et en même temps le mot dispositif. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on passe du visage, voilà, et toutes les normes d'identification qui vont parallèlement à ces évolutions techniques, on passe du visage au corps, en fait. Et du coup, on voit bien que dans la question du dispositif, et effectivement, c'est-à-dire que le grand basculement, c'est si le visage devient le lieu de détection d'un sujet, en fait, et de surveillance, et de contrôle, et de stigmatisation, d'ailleurs, on voit bien que c'est, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est tout le corps et toute son histoire, on est presque dans la biographie, toute son histoire qui est focalisée, c'est une excuse, en fait, le dispositif de reconnaissance faciale, pour, en fait, contrôler l'ensemble du corps de l'individu. Et ce qui est intéressant chez Foucault, c'est quand il parle de dispositif, c'est bien un corps dans une architecture particulière, qui est son système de panoptique, mais voilà, qui est donc dans une architecture particulière disciplinaire, encadrée par des moyens sociotechniques que l'on va commencer à discipliner. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toutes ces trois conditions pour que le corps rentre dans un espace disciplinaire et puis après, avec dans un espace de contrôle. Voilà. Et là, on y est en plein dedans. Je n'ai pas répondu directement à la question, mais ça m'intéressait, ça m'intéresse bien en tout cas d'y réfléchir, effectivement. Mais le visage, on voit bien que devient une excuse, et en plus, d'autant plus qu'avec Snapchat, Instagram et tous les réseaux sociaux, le visage a pris toute la place. Donc, mais j'aimais bien l'idée de ce que déploie Jean-Claire sur la question de la guillotine. Enfin, ça, c'est un thème que j'aimerais bien travailler parce que je trouve intéressant. Alors, du point de vue de la femme, je fais une petite extension, j'ai du temps. Très bien, oui. Non, mais je trouvais que le corps de la femme a vraiment été aussi au 20e tronqué. C'est-à-dire qu'on est passé de la pin-up, c'était juste la jambe, mais voilà, des extensions comme ça, des seins, de la jambe. Donc, on est déjà morcelé. Et on a mis la playmate, c'est le corps entier, mais on est passé à la speakerine. C'est-à-dire qu'avec la vidéo est arrivée à la télévision la speakerine, qui est quand même un corps
relativement tronqué. Enfin, je trouve qu'on tronque de plus en plus, on guillotine le corps. Ça m'intéresse beaucoup, ce truc-là. Il y a un bel exemple de guillotine là, dans vos images, c'est là, dans la reconnaissance faciale. Hein. Si vous remontez jusqu'à... C'est pour OpenCV en fait. Là, ici. En fait. Ah ouais, Parce que c'est Léna, comment c'est le mannequin là, qui pose pour le... Parce que c'est la page du milieu de Playboy 1972. Oui, c'est ça. Et en fait, qui a servi de... cette image qui a... Pardon, Non, vas-y. Non, mais c'est intéressant parce que cette image qui en fait a servi d'étalon pour la reconnaissance faciale en fait est extrait d'un magazine Playboy et ça dit tout un tas de choses sur le voilà, corps. le corps. Ouais. Enfin bon, bref. Non, mais le morcellement du corps, tu en as parlé tout à l'heure, voilà, qui est assez intéressant. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Merci.